Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Bonsoir à tous, bienvenue Studio Perspective. Aujourd'hui, nous recevons pour 26 minutes pour convaincre Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre studio. Et on va aller tout de suite franco. Et je porte un message, celui des Gabonais. On a cette perception-là. Les hommes politiques, on les voit qu'en période électorale. Même pour des députés qui sont censés représenter le peuple, il n'y a qu'en période électorale que nous les voyons. Après cette période, plus personne à l'horizon. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et comment vous, en étant député demain, vous allez changer cette perception? Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne crois pas que je vais changer cette pratique si elle existe. J'ai été enfant dans ce pays et j'habitais à Montagne-Sainte. Mes parents étaient très modestes. Mais je n'ai jamais vu un homme politique venir faire des dons chez moi. Et je n'ai jamais attendu d'un homme politique qu'il fasse des dons chez moi. J'attendais d'un homme politique qu'il règle dans la société les problèmes qui se présentaient à moi. J'attendais d'un homme politique que je puisse aller à l'école, que je puisse me soigner, qu'à la fin de mes études, je puisse avoir un emploi, que si je cherchais à construire, que je puisse avoir un terrain, que je puisse m'épanouir dans la société. Il est dangereux dans un pays lorsque les hommes politiques ne font plus leur travail et qu'au fond, pour pallier à cela, ils viennent prétendre être au secours des citoyens. Aucun député n'aura jamais les moyens à Akanda de venir au secours des dizaines de milliers d'habitants d'Akanda. Il vient à la période électorale, s'il était élu, soit pour faire le bilan de son action pendant son mandat et pour solliciter de nouveaux suffrages, soit pour présenter un projet, son ambition pour la commune, pour la collectivité. Mais le rôle d'un député n'est pas d'acheter les cahiers à la rentrée scolaire. Moi, je suis parent, je ne veux pas qu'une autre personne choisisse les cahiers de mes enfants. Je vais aller avec mes enfants au supermarché ou à la librairie, choisir leurs cahiers, choisir leurs crayons. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dire ce que je dois manger chez moi. Je dois avoir un travail qui me procure des revenus, qui me permettent de choisir si je veux manger du poisson ou de la viande avec ma famille. Donc, moi, je suis contre l'idée qui est de dire que l'homme politique doit être au chevet de ses compatriotes tous les jours. Non. Le responsable politique, s'il a un mandat, doit exercer son mandat et faire son travail. Le député fait son travail à l'Assemblée nationale. Il ne fait pas son travail dans sa circonscription. Lorsqu'il vient dans sa circonscription, c'est pour rendre compte de son travail. Donc l'idée qui est de dire les hommes politiques, non, et puis de vous à moi. Vous avez envie, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, que quelqu'un vienne vous déranger tous les matins au motif qu'il est député chez vous. Non, vous menez votre vie. Moi, c'est ma lecture du mandat d'un homme politique. Moi, j'ai un mandat, je suis conseiller municipal d'Akanda avant le coup d'État. Je peux rendre compte à mes compatriotes d'Akanda de ce que j'ai fait au conseil municipal chaque jour pour améliorer leur vie. Ça, je peux leur rendre compte. Mais mon but n'était pas, parce que j'étais conseiller municipal, de régler leurs problèmes quotidiens dans leur domicile individuellement. C'est une intrusion que moi je trouve même insupportable, que je trouve, et parfois insultante. Voyez-vous, moi j'ai fait mes études, j'avais une bonne école, ceux de mon âge, de ma génération, on avait de bonnes écoles publiques. Conséquence, moi je n'ai jamais eu de prépa bac, de prépa BEPC, de prépa CEP et tout le reste. Faire une prépa bac signifie que l'école ne marche pas bien. Donc il faut régler la question de l'école pour que l'enfant puisse se contenter pendant les heures normales d'enseignement de comprendre ce qu'il a à comprendre. S'il faut que pour préparer un examen alors qu'il a eu l'année scolaire normale, on a encore le mettre dans une prépa, c'est que l'école a un problème. Moi, j'ai jamais eu à faire des cours particuliers. J'étais à l'école urbaine, qui était une école publique. J'étais au lycée Léon Bach, qui était un lycée public. J'ai jamais fait de cours particuliers. Tout se passait en classe et j'étudiais mes leçons à la maison. Voilà. Justement, j'aimerais que l'on revienne sur le rôle du député.
C'est quoi le rôle du député? Parce que nous avons tous l'impression qu'il y a une grosse confusion des genres et des rôles, on va dire. C'est quoi le rôle du député? Comme on dit, le député vote la loi et contrôle l'action du pouvoir exécutif. C'est le dicton classique. Mais c'est quoi la loi? Là, en ce moment, le Parlement va démarrer la discussion sur la loi de finances. Au fond, c'est l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Donc là, les députés vont commencer à discuter sur le fait de savoir quels impôts nous allons payer l'année prochaine. C'est-à-dire quelle est la part de nos revenus qui va passer au pot commun de la collectivité. Oui, nous devons tous savoir, est-ce que nous payons trop d'impôts, est-ce que nous n'en payons pas assez? Et aux députés de répondre à cela vis-à-vis du gouvernement. Il y aura les charges. Je suis d'Akanda, je me plains sur le fait qu'il n'y a pas assez d'écoles publiques chez moi. Mais c'est dans cette loi que va se régler la question des écoles publiques d'Akanda. C'est dans cette loi qu'on va choisir si oui ou non on construit 1, 2 ou 3 écoles publiques supplémentaires. Donc si je suis député d'Akanda, c'est à ce moment-là que je vais dire au ministre de l'Éducation nationale, dans votre budget, j'aimerais voir inscrit 1, 2 ou 3 écoles à Akanda parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'écoles. C'est ça le rôle du député. Une fois que c'est fait, mais en cours de l'année, je vais interpeller le ministre. C'est ça, contrôler l'action du gouvernement pour dire, en fait, on avait inscrit qu'il y aurait une école à Akanda. Mais je vois, ça fait 3-4 mois, les travaux de l'école n'ont pas démarré. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est ça le rôle du député. Et pour prendre un parallèle, parce que beaucoup, comme vous êtes dans le monde de l'entreprise, quand on a une très grosse entreprise, il faut un conseil d'administration. Ben, le député, c'est le conseil d'administration de l'entreprise État. C'est ça. Maintenant, justement, vous parlez de construire des écoles publiques au niveau d'Akanda. Justement, en introduction, vous avez dit vous-même, votre cursus, c'était l'école publique, il n'y avait pas de prépa, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'en l'État, Akanda est capable d'accepter les Akandais, je parle bien sûr des Akandais, sachant le niveau actuel de l'école publique? Est-ce que demain, si vous êtes derrière la construction de 3-4 écoles publiques dans Akanda, est-ce que c'est ce que les Akandais veulent, dans le fond? Oui. Sachant qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde met ses enfants dans une école privée parce que l'école publique ne joue plus son rôle. Vous savez quelle est l'école la plus demandée par les Gabonais aujourd'hui? Non. Le Prytanée militaire, c'est une école publique. Parce qu'il y a l'armée. Non, parce qu'il y a tout ce qui fait une école. Une école, ce n'est pas seulement des bâtiments. C'est des bâtiments, c'est des effectifs. Si vous faites une école où il y a 30 élèves ou 25 élèves par classe, où les enseignants ont de bonnes conditions de travail, ce sont les Gabonais qui enseignent les écoles privées, ce sont aussi les Gabonais qui enseignent les écoles publiques. Donc si vous avez de bonnes écoles publiques, si les enseignants sont dans de bonnes conditions, tout le monde sera content de mettre ses enfants à l'école publique. Moi, j'étais à l'école publique urbaine, à côté de l'école publique urbaine, où se trouve aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. On appelait ça école mixte. Ah oui, c'était ce qu'on appelle les écoles conventionnées aujourd'hui. On n'avait rien à leur envier. On n'avait rien à leur envier. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est encore capable, dans notre pays, moi je pense, de faire en sorte que on ait envie de mettre ses enfants à l'école publique. On peut le faire et on doit pouvoir se donner les moyens de le faire. Ok. Maintenant, là, je vois clairement là où vous voulez aller. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, un député, il porte une vision, il porte les lois. Excusez-moi de prendre des exemples par rapport aux États-Unis, en France et autres, mais de mon point de vue, le Gabon, nous n'avons jamais eu, peut-être que je me trompe, un député qui porte une loi et qui se bat pour que cette loi soit votée par le Parlement, etc., et qu'elle reste ad vitam aeternam dans le pays et aide les Gabonais. On a plus l'habitude de voir des députés qui prennent fait et cause pour le pouvoir, tout simplement, et qui lèvent la main pour voter des lois qui ne sont pas forcément en phase avec les réalités des populations. Oui, je ne vais pas faire le même constat que vous parce qu'il y a eu quelques tentatives, parfois malheureuses d'ailleurs. Ouais. Je vais prendre un exemple, mais bon, je ne vais pas l'accabler parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais les Gabonais se rappellent d'une loi Zouba, par exemple, qui a failli voir le jour et qui... Mais bon, il ne m'en voudra pas parce qu'il a beaucoup d'affection pour moi. Mais oui, moi je pense que si on est député, on doit aussi se dire, mais au cours de mon mandat, il y a 1, 2 ou 3 questions qui me tiennent à cœur. Je voudrais qu'elles soient traitées. Et moi, j'ai l'ambition d'être député. J'ai 1 ou 2 sujets qui me tiennent à cœur, qui sont de portée nationale
qui n'ont pas forcément un lien direct et immédiat avec Akanda, parce qu'au fond, je dis aussi aux gens que quand on est député d'Akanda, on n'est pas député pour Akanda seulement. On est député de la République. Et c'est un peu comme si on faisait une équipe nationale. Et puis, dans l'équipe nationale, on prend les gens qui viennent de différents clubs. Là aussi, l'Assemblée nationale, quand on est élu à Kanda, on est en fait celui qu'Akanda a sélectionné pour aller à l'Assemblée, mais c'est pour s'occuper du pays. Et c'est vrai que moi, j'ai deux sujets qui me tiennent à cœur. L'un d'entre eux, parce que mon activité politique depuis 2009 m'a amené à beaucoup côtoyer la presse. Et moi, je pense que j'ai envie de porter une loi sur la liberté de la presse, mais pas sur la liberté politique de la presse, mais sur la liberté économique de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un des freins à la liberté de la presse au Gabon, c'est le modèle économique qui fait que la plupart des médias n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais. La plupart des médias n'arrivent pas à s'en sortir. Et je pense, c'est une idée que j'ai souvent discutée avec certains responsables de médias, je trouve la subvention de la presse, d'une part, humiliante, et elle est souvent sujet à cacophonie. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse voter une loi qui dise la chose suivante, globalement. Après, on pourra voir les détails lors des débats. Mais que les entreprises puissent consacrer un pourcentage de leur chiffre d'affaires. On va dire 1%, mais on pourra dire 0,5, on pourra dire 2, mais un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour la communication, et ce sera déduit de leurs impôts. À une condition, c'est qu'ils doivent communiquer dans 5 médias au moins. Voilà. Ça fera en sorte que les entreprises pourront communiquer, auront les moyens de communiquer. Ce sera l'argent du contribuable, puisque ce sera déduit de leurs impôts. Ils auront les moyens de communiquer, ils pourront aisément communiquer, et ils auront une obligation de pluralisme, puisqu'ils doivent choisir un minimum parmi les 5 médias. Et en même temps, à ce moment-là, ils choisiront les meilleurs, en toute liberté. Et les médias et les journalistes sauront qu'en fait, s'ils sont bons, s'ils font du bon travail, s'ils ont une audience, eh bien, ils auront de la pub. Et je pense que ça peut créer un modèle économique qui pourrait représenter peut-être 2, 5 ou 10 milliards par an, qui serait à la disposition en fait, des entreprises de presse, pour faire simple, et ça pourrait leur permettre de fonctionner. Ça, c'est un projet, si je suis député, que je voudrais pouvoir porter. Un deuxième sujet concerne ma propre expérience. Je suis fonctionnaire. Et je pense que, malheureusement, les responsables de l'État ne sont pas assez protégés pour désigner les responsables des administrations. Voyez-vous, le côté discrétionnaire des nominations expose plus les responsables politiques qui ne le croient. Et si on veut les protéger et protéger l'État et rendre l'administration neutre, il faut qu'on travaille sur la Constitution qui a été votée, l'a un peu évoquée, mais sur une meilleure régulation des nominations à ce qu'on appelle les emplois supérieurs d'État. Les secrétaires généraux de ministères, les directeurs généraux. Je pense qu'il faut qu'on mette dans la loi que tout ça doit se faire sur appel à candidature, sur des critères clairs et sous le contrôle du Parlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas dire si c'est avant ou après, mais toutes les nominations de directeurs généraux, de secrétaires généraux devraient être validées par le Parlement, après appel à candidature. Je pense que si on le fait, les ministres, le chef de l'État seront protégés des pressions de toute nature, sociales, politiques, qui s'exercent sur eux pour nommer X ou Y à des fonctions pour lesquelles parfois il n'a ni la compétence ni le mérite. Donc moi, c'était aussi là un projet qui, moi, député, je le porterai. C'est deux exemples de projets, et je pense que pour une législature, si on porte 2 projets comme ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, effectivement. Justement, moi j'ai une question, j'ai vu une de vos interventions au Gabon Economic Forum, là c'est vraiment hors, c'est l'entrepreneur qui parle là. Les impôts. Aujourd'hui,
un Akandais, un Librevillois, un Gabonais crée une entreprise. 3 mois plus tard, il doit payer la CNSS, la cotisation sociale, la CNAMGS, et 1 an plus tard, les impôts, après un exercice. Est-ce que vous pensez que cela contribue au développement de l'entrepreneuriat dans le pays, lorsque l'on sait que sous d'autres cieux, parce que nous, par exemple, nous avons eu la chance, l'opportunité d'aller étudier en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a une période de 5 ans que l'on donne à toute nouvelle entreprise sans payer quoi que ce soit, ni cotisation sociale, ni impôt. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que défendre également les entrepreneurs qui font partie d'Akanda, de Libreville, du Grand Libreville du Gabon tout entier, il faudrait aussi penser à créer cette loi-là afin de créer ce type de cadre pour permettre, n'est-ce pas, l'éclosion d'une vraie race d'entrepreneurs au Gabon. Parce que pour nous, c'est un véritable frein à nos activités. On n'a même pas le temps de développer son business, son activité, que 2 mois plus tard, il faut payer la CNSS, il faut payer la CNAMGS, il faut payer X, il faut payer Y. Est-ce que vous, en tant que député, vous ne pouvez pas porter également ce message-là à l'Assemblée nationale? Bon. Je crois qu'il y a un cadre qui existe. Il est perfectible. Je pense aussi que je ne ferai jamais la promotion du tout gratuit, du tout simple. Il faut qu'on commence à se dire pourquoi on paye la CNSS. Je prends un exemple simple. Vous avez une assistante. Elle ira un jour à la retraite. Mais sa retraite sera calculée sur le nombre d'années qu'elle aura travaillé chez vous et le nombre d'années où vous aurez cotisé. Si l'État dit que pour que votre entreprise fonctionne, les 5 premières années, vous ne cotisez pas à la CNSS, elle aura travaillé pendant 5 ans qui ne seront pas comptabilisés pour sa retraite. Je pense qu'elle ne mérite pas ça. Donc il y a un type de prélèvement, je prends le cas de la CNSS, qu'il faut sanctuariser parce qu'au fond, ça permet de protéger les travailleurs. Après, on peut se poser la question de savoir l'impôt sur les bénéfices. À ma connaissance, les PME ont un nombre d'années après leur création où on dit qu'ils ne paieront pas l'impôt sur les bénéfices. C'est 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? On peut en discuter. Je pense effectivement qu'on peut protéger les entreprises naissantes des impôts d'État, mais qu'elles doivent participer à tout ce qui est contribution de la sécurité sociale. Voilà. C'est mon point de vue. Que tout ce qui peut être contribution à la CNAMGS, à la CNSS, on doit, parce qu'au fond, c'est la condition pour que les employés soient couverts. Donc là, on doit demander aux entreprises de faire l'effort. Et puis, vous savez, l'autre chose, je le dis souvent pour les individus, mais c'est vrai pour les entreprises, si vous pouvez payer les impôts, c'est que ça marche bien. Donc, j'aime mieux être capable de payer les impôts que de ne pas être capable d'en payer. Parce que si je ne peux pas en payer, c'est que vraiment, je n'ai plus rien. Ok, monsieur, j'aimerais, petite parenthèse, Oui. Vous êtes vice-président de l'Union nationale. Oui. Aujourd'hui, en septembre 2025, comment se porte l'Union nationale? Plutôt bien. Plutôt bien, pourquoi? Parce que, vous savez, l'Union nationale a été créée au lendemain de l'élection présidentielle anticipée de 2009. Okay. Notre combat a d'abord été de mettre un terme à un régime qui était un mal pour notre pays. Donc, quelque part, nous l'avons emporté parce qu'il a été mis fin à ce régime. Mais ce régime a laissé notre pays en lambeaux. Et lors de la transition, les autorités de la transition ont essayé de parer au plus urgent, de traiter l'urgence économique, l'urgence sociale qui pouvait se présenter. Mais ce n'était pas leur boulot en réalité. Le boulot de la transition, c'était de permettre de recoller un peu les morceaux pour que le pays reparte. Mais quand le pays repart, on repart avec tout le passif de ces années. Exactement. Donc, il ne faut pas déjà que nos compatriotes pensent que tout a été réglé, que d'un coup de baguette magique, parce qu'on a dit libération, tous les problèmes ont été réglés. Maintenant, il va falloir traiter les problèmes. Et je pense que nous nous sommes préparés pour traiter les problèmes. Justement, on va dire après le 27 septembre, vous êtes député,
sur Akanda. Oui. Sachant que le 12, comment dire, c'était le 12 avril, le président de la République gagne l'élection présidentielle avec le score que l'on sait. Oui. Et aujourd'hui, demain, vous êtes à l'Assemblée nationale. On sait forcément qu'il y a un parti qui aura la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Si demain, vous n'avez pas la majorité au niveau du Parlement, comment vous ferez pour faire passer vos lois? Est-ce que vous êtes prêt à collaborer ou pas? Oui, non, ce n'est pas une question de collaboration. Vous savez, il y a deux choses. On a changé de constitution. Peut-être qu'on n'a pas encore tous bien mesuré l'impact de la nouvelle constitution. Vous savez, avant, on allait aux élections législatives pour avoir une majorité et diriger le pays, parce qu'au fond, on allait diriger le gouvernement. Ce n'est plus le cas. Le 12, c'était le 12. Le 12, on a élu le président de la République. Le 12, on a élu le chef du gouvernement. Exactement. Le 12, on a élu le programme de gouvernement dans notre pays. Donc, le débat de ces élections législatives, ce n'est plus de dire quel est votre programme, en réalité. Et j'étais content de vos questions tout à l'heure. C'est peut-être de dire qu'est-ce qui est important pour vous. Voyez-vous. À l'élection présidentielle, ce n'est un secret pour personne. Mon parti a porté la candidature de Brice Clotaire Oligui, qui a été élu. Mieux encore, il a été élu par 19 Gabonais sur 20. Donc on va dire quasiment par tous les Gabonais. Mais ce n'est pas sa personne qui est en cause. Il a été élu sur un programme. J'ai porté ce programme. Moi, j'étais porte-parole du candidat. Exactement. J'ai porté cette candidature, j'ai porté ce programme. Moi, je vais à l'Assemblée pour que ce programme se réalise. Donc, à l'Assemblée, je me battrai pour que les éléments importants de ce programme se réalisent. Je me battrai pour dire au gouvernement que le chef du gouvernement, qui est Oligui, a nommé, réalise cela. Donc, je dirai à mes compatriotes qui sont et qui seront au gouvernement chaque jour, les amis, oui, on a un programme. On a fait une promesse à nos compatriotes. Il faut qu'on se mette au travail. C'est cela. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus qu'avant, l'Assemblée nationale sera le conseil d'administration de l'État. Nous aurons à veiller à ce que la promesse républicaine faite aux Gabonais le 12 avril se réalise. Ce sera ça notre travail. Donc il n'y aura pas une question de dire je suis de quel camp, je suis... Non. Par contre, il pourra arriver que je interpelle le chef du gouvernement pour dire écoutez, au niveau de la santé, il y a un problème. Le compte n'y est pas. Faites un effort. Voyez-vous, c'est ça qui va être notre travail. Nous allons tous participer à faire en sorte que la promesse du 12 avril sera... Et quand ça ne cadre pas. Quand quelqu'un viendra à l'Assemblée pour dire je veux, j'ai un nouveau projet, je dis oui, mais c'est pas ce qu'on a promis aux Gabonais. On doit faire ce qu'on a promis à nos compatriotes. C'est ce que nos compatriotes attendent de nous. C'est ce que nous ferons. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, les Akandais vous regardent. Ils sont là face à cette caméra. Vous les sollicitez le 27 septembre. Ils vous écoutent. Ils aimeraient recevoir un mot de vous pour les convaincre, pour les décider à choisir votre candidature comparé à une autre. Je vais commencer à dire à mes compatriotes d'Akanda, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Et donc, nous devons faire notre choix par rapport à cela. Il n'y a pas eu, après le 30 août, une révolution des individus. Nous sommes ce que nous avons toujours été. Nous avons dit pendant toutes ces années combien notre pays se portait mal parce qu'il était mal dirigé. Nous avons maintenant l'opportunité, au fond, de reconstruire. Le terme bâtisseur est intervenu. Et nous leur disons, d'abord nous devons le faire tous ensemble. Et nous devons le faire pour tous. Pas pour quelques-uns. Pas à quelques-uns. Et je pense que je suis capable de porter cela pour tous. De porter cette ambition que les Akandais ont pour le Gabon. Pour nous tous.
Et je sais pouvoir leur faire confiance dans le choix qu'ils font. Je n'ai pas de doute, parce que comme je dis, on est à Kanda, on se connaît tous. Justement, vous êtes à Kanda, vous connaissez tous. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez conseiller municipal. Oui. Et je profite de votre présence là. C'est quoi un conseiller municipal? C'est quoi le rôle du conseiller municipal? Mais le conseil municipal, on va dire, comme tout à l'heure, c'est le Parlement Mais à de la l'échelle- commune, Voilà. à l'échelle communale. Mhm. Donc c'est au conseil municipal que se vote le budget, que se prennent des décisions sur la gestion de la commune. Mhm. Nous, parce que il ne vous a pas échappé que je suis également tête de liste de notre Exactement. parti pour le conseil municipal. Mhm. Et là aussi, nous nous connaissons tous. Tout le monde sait ce que nous avons fait au conseil municipal. Tout le monde sait ce que nous pouvons faire lorsque les Akandais nous confieront la commune d'Akanda. S'ils nous confient la commune d'Akanda, ils auront une vraie commune. Ok. Merci beaucoup, M. Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi. Nous avons reçu M. Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi pour 26 minutes pour convaincre. Et on se dit à la prochaine. Merci. Merci.